rôle des acteurs de la société civile pour une résilience des services de santé au Burkina. La question est posée à la 11e journée communautaire qui se déroule depuis hier à Ouagadougou. Les communications seront principalement axées sur la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Précision dans cette édition. Et au deuxième jour de notre incursion à Léo, nous jetons un regard sur l'administration de la commune à l'époque coloniale. 18 commandants se sont succédés à la tête de Léo. Certains souvenirs restent vifs et des preuves sont toujours visibles. Coup d'histoire donc sur l'administration de Léo à l'époque coloniale dans ce 13h. Et un invité dans cette édition, Emmanuel Yoda, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et président du comité d'organisation des journées régionales de la logistique, activité qui va se dérouler du 1er au 3 décembre à Ouagadougou. Avec Emmanuel Yoda, nous allons parler des enjeux et perspectives du transport containerisé dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Bonjour Madame, Monsieur, merci de vous informer sur la RTB. Nous nous rendons tout d'abord au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme où le ministre Emmanuel Ouedraogo a échangé avec ces anciens ministres de la Communication. Ces 7 prédécesseurs se sont engagés à accompagner le département pour relever les défis, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. Le point avec Franck Ouedraogo et Draman Guéné. 7 ministres de la Communication ont répondu à cette main tendue du ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Professeur Charles Théophile Balima, Philippe Savadogo, Alain-Édouard Traoré, Baba Ama, Frédéric Ninkema, Rémi Filjan Danguinou et Valérie Kaboré se mettent entièrement à la disposition du ministre de la Culture, de la Communication, des Arts et du Tourisme pour lui apporter des conseils avisés, surtout en cette période de crise. En période de guerre, l'information doit se traiter autrement, mais sans pour autant céder à la désinformation. C'est assez complexe. Il y a les questions de régulation de l'espace médiatique. C'est indispensable dans une démocratie que les médias soient régulés. Pas forcément entendu dans le sens de contrôler, mais qu'ils soient régulés. Et ça aussi, c'est une urgence. Il faut effectivement trouver des voies et moyens pour réguler dans cette situation, on va dire, exceptionnelle. Il y a aussi la dimension culturelle. Vous savez que la culture est une ressource indispensable à la mise en œuvre d'une communication de rassemblement, une communication de mobilisation. Tout ça sont des aspects que nous avons abordés avec beaucoup d'engagement. L'initiative est du ministre de la Communication qui entend puiser dans l'expérience des anciens pour réussir sa mission. Le jeu en vaut la chandelle pour Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui sort déjà édifié de cette première rencontre. Pour ce qui devait être juste une prise de contact, on a eu l'occasion de profiter véritablement de leur expérience. Ils ont bien voulu partager leur riche expérience. Comme je l'ai dit, on ne réinvente pas la roue. Je pense que le ministère aujourd'hui de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, aujourd'hui les acquis que nous avons au niveau du département, ils sont comptables de ces acquis-là. Et donc, pour pouvoir éclairer le chemin sur lequel nous allons marcher, nous aurons besoin véritablement de leurs éclairages, de leurs avis, de leurs conseils, mais aussi de leurs critiques. Je pense que ce sont des échanges fructueux que nous avons eus ce matin. La dynamique est enclenchée et les anciens ministres de la Communication sont prêts à mettre la main à la pâte, contribuer à la bonne exécution des missions du ministère. 11e journée communautaire, un rendez-vous de réflexion et de partage d'expériences sur des thèmes d'intérêt commun avec un accent particulier sur la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme porté par la convergence communautaire du Faso Kokofa. Cette 11e édition s'est ouverte hier 28 novembre à Ouagadougou sous le thème défis humanitaires et sécuritaires, rôle des acteurs de la société civile pour une résilience des services de santé. L'ouverture avec Franck Ouedraogo et Oumou Cissé. Dans la marche pour l'amélioration de la santé des populations burkinabè, les acteurs communautaires jouent un grand rôle. Un rôle qui se résume à la mise en œuvre d'activités communautaires, la veille citoyenne et le plaidoyer dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Chaque année, et ce depuis 2011, ils organisent des journées en vue de la capitalisation de leurs actions. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, ces acteurs réfléchissent sur leur rôle pour une résilience des services de santé dans un contexte humanitaire et sécuritaire difficile.
Il y aura des panels de discussion autour de thématiques liées à la question de sécurité dans le domaine de la santé. Il y aura des thématiques comment faire la veille, comment renforcer la veille communautaire de la société civile. Il y aura comment travailler pour qu'on n'ait plus de rupture au niveau du Burkina, vu le contexte mondial. Et comment aussi travailler pour relancer les activités communautaires. Depuis quelques années, le Burkina Faso est engagé dans un processus d'opérationnalisation de la couverture sanitaire universelle et de la mesure de gratuité des soins au profit de certains groupes vulnérables. Dans cette dynamique, l'apport de ces acteurs communautaires est appréciable, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire. Là où les agents de santé ne peuvent pas aller, les agents de santé à base communautaire, les relais communautaires, les accoucheuses villageoises peuvent y aller. C'est pour ça qu'il était important pour nous de venir encourager les acteurs du monde communautaire dans leurs réflexions. Cette rencontre est mise à profit pour reconnaître le mérite de certains acteurs communautaires. Ils ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. Marquons à présent une pause pour célébrer avec les travailleurs du fisc des moments de solidarité et de vivre ensemble. Les journées du mutualiste du FIX, ce sont 72 heures de rencontres, de détente et de solidarité entre travailleurs du fisc et avec le reste de la population. L'activité a débuté le 25 novembre à la Direction générale des impôts à Ouagadougou et se poursuit jusqu'au 27 novembre. L'ouverture avec Gérard Sommet et Karim Bikianga. Daouda Kirakoya, actuel directeur général des impôts, est désormais président d'honneur de la mutuelle des travailleurs du fisc. Son écharpe lui est portée au lancement des premières journées de la mutuelle. Les journées mutualistes du fisc, c'est 72 heures l'un des chiffres pour célébrer la solidarité. Cette édition, justement, en fait, c'est de rendre d'abord hommage à tous ces anciens qui sont vraiment donnés pour la construction de cet outil. Et deuxièmement, c'est de magnifier en tout cas la solidarité et démontrer que nous pouvons par des actions contribuer en tout cas à la construction d'un meilleur Burkina. Je pense qu'ils vont travailler davantage à hisser la mutuelle à l'aune des aspirations de la communauté des mutualistes et puis également de la communauté des citoyens burkinabés parce que les actions futures qui sont prévues, c'est au bénéfice de l'ensemble des populations. En attendant, les mutualistes de l'administration fiscale se consacrent à une série d'activités dans le cadre de leur journée. Il y a par exemple un don de vivres, des communications, un cross populaire et une compétition d'art culinaire. Des cadres de détente pour les travailleurs. C'est une bonne initiative, notamment pour des questions de mutualité, pour venir en aide à toute la population couverte par cette mutuelle sociale-là. Ce sont des initiatives qui rentrent dans la ligne droite avec ce que nous faisons comme promotion au niveau du ministère en charge de la protection sociale. En 16 ans d'existence, la mutuelle des travailleurs du fisc a à son actif 12 employés, un réseau médical et un siège implanté à Ouagadougou. Ces premières journées mutualistes du fisc se tiennent sur le thème « Mutualité et promotion de la solidarité et du vivre ensemble ». Une semaine à Léo. À ce deuxième jour, nous interrogeons l'histoire de l'administration du cercle de Léo pendant la colonisation. Quelques témoins de cette époque s'en souviennent encore. Les populations étaient face à une administration coloniale autoritaire qui fonctionnait au gré de ses intérêts et de ses humeurs. Des traces de cette administration coloniale sont toujours visibles, comme la résidence du commandant du cercle d'alors, aujourd'hui en ruine. Qu'au soit donc avec Kwale Nibi et Jérôme Tendano. Ce bâtiment à lui seul symbolise un passé colonial douloureux et inoubliable pour la population de Léo. Cette maison-là, elle a été construite par la mobilisation de toute la population de 10 cantons. Des populations de 10 cantons. Ce sont les travaux forcés comme ça. Oh, oui. Chacun vient, il travaille sans repos, sans repas et sans répit. Un édifice labyrinthique bâti dans les années 1910 pour garantir toutes les commodités de sécurité et de prestige aux colons d'alors, commandants de subdivision.
C'est la première terrasse là-bas, le deuxième là-bas et le troisième ici. Et c'est là-bas, c'était là, il y avait ce mouton qu'on sort de... Là, c'est un château. Faire monter l'eau là-bas et le patron, c'est douce là, c'est pas avec chaud qui se lave. Ah oui. Autre lieu symbolique du passage du colon à Léo, cette rue qui menait à son jardin. Daouda Nignan se souvient encore d'un de ces colons qui aura marqué les esprits à Léo, le commandant Couillon. Quand nous, on était jeunes derrière les moutons, bon, il a suivi cette voie-là, la digue là pour voir le barrage. Moi, j'étais avec mon frère derrière les moutons. Alors, avec sa femme et ses enfants, nous étions à côté là. On n'a pas de... Comment? Quel de mon grand frère là? Et c'est à ce moment qu'on a invité le chef de canton de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne veut pas voir un enfant nu au dehors. Il a été le plus sévère des commandants que nous avons pu passer, qui ont faufilé là. Et le choix de Léo n'est pas fortuit. Les enjeux étaient de plusieurs ordres. Et parmi eux, la ferme volonté du colonisateur d'avoir une main mise sur le territoire sous son contrôle. Il était basé à Tau, à 45 km de chez. Le colon lui a dit, tu es loin de la frontière. Si toutefois Ouah appartient à la Haute-Volta, tu dois être basé à moins de 12 km de la frontière du Ghana. Voilà pourquoi il s'est détaché de Tau pour venir à Léo. La subdivision de Léo a connu plusieurs partitions en cantons. 35 en 1924, réduite par la suite à 10, cela pour optimiser la gestion des ressources humaines. L'administration est composée des gardes, du chef de bureau, on les appelle des, comment on appelle ça, commis expéditionnaires. C'était des commis expéditionnaires. Les gardes, commis expéditionnaires et les fonctionnaires du cadre local. Les fonctionnaires du cadre local sont des infirmiers, des enseignants qu'on affecte dans les cantons. Cette zone était donc le cœur de l'administration coloniale de la subdivision de Léo. Ces bâtiments à architecture diverse servaient de bureau au personnel. Un système central configuré pour avoir une emprise sur les cantons. On a affecté des répondants. Les répondants là sont des chauffeurs. Chaque canton a affecté. Chaque canton affecte son chauffeur à Léo pour répondre. Maintenant, quand il y a une mission urgente, la personne se déplace à pied pour rejoindre son canton d'origine pour dire que le commandant a besoin de recruter des gens. On te dit d'offrir 10 militaires, 20 militaires, et chacun, on attend le jour du recrutement, vous devez ramener les personnes proposées pour être engagées. Ça, c'est la force. Vous êtes tenu de donner des militaires. Pour le recrutement des élèves, on prend le cahier de recensement, on regarde et puis bon, c'est comme ça. Les Africains étaient jusqu'alors appelés Noirs ou Indigènes. Il a fallu attendre les années 1957 pour voir apparaître la désignation africain à la veille des indépendances. Léo va connaître son tout premier commandant noir, le Guinéen Bala Camara. Moi j'étais le secrétaire général du président de la maison de jeunes. C'est lui qui a construit la maison de jeunes, Bala Camara. Lui, bon, il était ouvert à tout le monde. La désignation cercle fait son apparition en lieu et place de subdivision. Un vent nouveau jusqu'à la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. Les cantons érigés par le colon dans le cercle de Léo seront conservés pour la plupart et pris en compte dans la réorganisation. Toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Et dans la suite de ce 13h, je vous l'annonce en titre, nous recevons dans cette édition Emmanuel Yoda, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Emmanuel Yoda est aussi le président du comité d'organisation des journées régionales de la logistique. Et avec lui, nous allons parler de ces journées prévues du 1er au 3 décembre à Ouagadougou. Bonjour. Bonjour Madame Kiri. Dites-nous tout d'abord quelles sont les raisons qui ont motivé l'institution de ces journées dédiées à la logistique. Permettez-moi d'abord, Madame Kiri, à travers vous, de remercier sincèrement la RTB pour l'opportunité que vous nous offrez pour communiquer sur cet événement qui est d'importance. Alors, vous savez, aujourd'hui, le conteneur est un outil formidable qui présente des avantages en termes de sécurité, en termes de rapidité, notamment tout au long de la chaîne d'approvisionnement,
mais en termes également de toutes les mesures qui permettraient donc de réduire les coûts et les délais. Et au même moment, il faut également noter que au plan mondial, nous constatons qu'il y a une forte tendance à la continuation des marchandises. Il y a des marchandises qui n'ont guère été containerisées, qui le sont de plus en plus. Il y a certaines qui ne l'étaient pas, qui sont de plus en plus également containerisées. Alors, il y a deuxièmement une course au gigantisme des navires porte-conteneurs. Aujourd'hui, dans les chantiers navals chinois et sud-coréens, vous avez pratiquement un quart de navires qui devraient transporter plus de 24 000 équivalents 20 pieds. Il y a au même moment, enfin, une anticipation au niveau des ports, des terminaux à conteneurs pour accueillir donc ces navires de plus en plus grands en termes de capacité d'accueil et donc de capacité de traitement également et de manutention. Alors, au même moment, nous, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un taux de containerisation qui oscille entre 20 et 25%, contre autour de 50% dans les pays maghrébins, donc les pays portuaires, ou les pays portuaires si vous voulez. Et au plan mondial, vous avez, en tout cas, ce qui concerne les pays européens occidentaux, vous êtes sur 90%. Alors, cet écart-là peut difficilement résorber si on ne fait pas des efforts. Alors, l'objet donc de cette démarche, cette initiative, qui a été entreprise par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et le Conseil burkinabé des chargeurs, c'est de faire en sorte que les acteurs qui sont donc les professionnels du domaine de la logistique et du transport, également les administrations publiques, les importateurs et les exportateurs se retrouvent pour échanger, s'informer, se former et réfléchir sur les voies et moyens donc de booster cette containerisation. Alors, ces journées dédiées à la logistique, au départ, c'était des journées nationales. Aujourd'hui, on parle de journées régionales. Et pourquoi ce changement? Absolument. Nous avons eu 4 éditions de journées nationales de la logistique. Et au terme donc de la dernière édition qui s'est tenue en 2018, les participants ont recommandé que ces journées soient rebaptisées donc en journées régionales. Pourquoi? Parce que le constat est établi que finalement, quand on constate, les participants à ces travaux-là ne sont pas seulement, ne viennent pas du Burkina seulement. C'est des participants qui viennent d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, de l'Europe. Et deuxièmement, les problématiques qui sont examinées sont des problématiques qui ne sont pas la dimension du Burkina uniquement. Et enfin, les solutions, naturellement, sont des solutions qui, pour être efficaces, ont besoin d'être élargies donc à la dimension communautaire, et voire donc tout à fait, j'allais dire, avec un caractère intégrateur et holistique. Voilà pour les raisons pour lesquelles donc, ces journées ont été rebaptisées Journées régionales de la logistique, dont la première édition se tient donc du 1er au 3 décembre prochain. Alors, Emmanuel Yoda, il faut dire que cette édition 2022 est placée sous le thème, comme je le disais, chaîne logistique d'Afrique de l'Ouest face aux défis sécuritaires et sanitaires, enjeux et perspectives pour le transport containerisé. Alors, quels sont justement ces enjeux et perspectives du transport containerisé, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire? Absolument. Vous avez constaté que pendant la crise de la Covid, la pandémie de la Covid qui a paralysé l'économie mondiale, sous-régionale et même nationale, vous avez constaté que la chaîne logistique, tout ce qui est donc dispositif logistique et transport, a été fortement impacté. À peine sorti de ce choc, le monde, au plan international, et sous-régional et au Burkina, et également que nous sommes confrontés à des défis, notamment de sécurité. Vous avez l'impact de la crise, de la guerre russo-ukrainienne. Vous avez les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays de l'Interland et du Golfe. Et vous avez enfin également la question de l'insécurité globalement. Et tous ces événements-là ont un impact au plan sous-régional, au plan national, sur la question donc de transport et la logistique, sur la question de l'approvisionnement et de l'évacuation de nos produits. Donc, il convient donc tout à fait que les acteurs se retrouvent et essaient donc d'échanger sur les moyens de permettre donc à cette chaîne logique-là de fabriquer, en tout cas de construire sa résilience dans ce contexte. En 30 secondes, M. Yoda, dites-nous quelles sont les activités à l'agenda de ces journées régionales de la logistique. Alors, nous aurons d'abord, dans un premier temps, le 1er décembre, la cérémonie d'ouverture. Et donc ensuite, après la cérémonie d'ouverture, vous avez une communication qui va porter sur les rappels des conclusions de la dernière édition et naturellement l'état de mise en œuvre des recommandations qui en étaient issues.
Et deuxièmement, nous avons temps fort à partir donc de la mi-journée et donc des jours à venir, 10 communications sur 12 sous-thèmes qui tournent autour donc du thème principal. Et après ces communications, il y a des panels d'échange des professionnels et qui permettent donc de convenir d'un certain nombre de conclusions et de faire des préconisations. Et enfin, le dernier jour, il y aura la cérémonie de clôture et qui sera ponctuée d'allocution, après naturellement avoir pris connaissance des conclusions de ces travaux et des recommandations qui en seront issues. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle, vous êtes Emmanuel Yoda, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et président du comité d'organisation des journées régionales de la logistique. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Ça m'a que merci. Culture à présent avec cette pièce de théâtre inspirée des recueils de poèmes du Mogonaba Bango. L'arme des armes est pensée par l'association Casting Sud et table sur des thématiques comme le terrorisme, la cohésion sociale, la paix, les valeurs sociales et culturelles. Pour la mise en scène, 12 comédiens sont en résidence artistique depuis 2 semaines et les porteurs du projet étaient face à la presse pour présenter les objectifs. Le compte rendu de Rasmani Zondi et Mariama Tamboura. Un avant-goût de l'arme des armes, un spectacle conçu à partir des poèmes d'Imogo Naba pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. La pièce met en scène 12 comédiens en pleine répétition dans cette résidence artistique. Face aux journalistes, metteurs en scène et partenaires de production expliquent les objectifs de cette représentation théâtrale. Actuellement, au Burkina Faso, on sait ce qui se passe par tous ces shows. Un jour ne se passe pas sans qu'on attende que ça tire ci et là. On pense qu'avec ce type de projet, ce type de paroles qu'on va mettre en exergue là, ça va toucher les cœurs de sorte que voilà, on puisse mettre la paix dans nos actions, quoi. L'arme des armes est un projet porté par l'association Casting Sud qui veut utiliser les arts de la scène pour combattre le terrorisme. C'est aussi une manière à nous, en tant qu'artistes, d'apporter notre pierre à l'effort de guerre. Il s'agit vraiment de lutte contre l'insécurité, il s'agit de cohésion sociale, il s'agit de se pardonner, de se parler. Et donc, nous sommes tous aujourd'hui sur le pied de guerre pour répondre justement à l'ennemi. La pièce L'arme des armes sera jouée et diffusée à travers le pays pour promouvoir des valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Une tournée de spectacle prévue du 5 au 20 janvier 2023. Coupe du Monde 2022, quelques espoirs de qualification de certaines équipes africaines au second tour. En tout cas, les quotidiens donnent leurs avis sur le plan national. La presse écrite se prononce sur le code d'éthique et de déontologie de la fonction publique, de même que les manifestations engendrées par les rumeurs de tentatives de coup d'État. La revue de presse de Bienvenue Tansa. Hier lundi, suite à une rumeur devenue virale sur la toile, le climat était de nouveau délétère à Ouagadougou. Et cette image captée par le journal Judo Faso témoigne de l'ambiance qui a prévalu à la place de la nation. Des manifestants venus mettre en garde les éventuels meneurs d'une tentative de déstabilisation du pouvoir. Le journal Le Quotidien explique qu'une radio a même ouvert son antenne à un groupe d'individus venus inciter la population à adhérer à la manifestation. Rumeur fondée ou pas, ce journal invite d'ores et déjà les Burkinabés à regarder dans la même direction pour ne pas se tromper d'adversaires et de combat. Primo, le quotidien n'est pas favorable au mouvement public à tout bout de champ. Et si tentative de déstabilisation il y avait, ce quotidien appelle les éventuels auteurs à revenir à la raison, car un nouveau trouble serait de trop pour le Burkina. Adoption d'un code d'éthique et de déontologie, une opération de salubrité publique selon le journal Le Pays. Ce texte, dont l'adoption est pour bientôt, viendra assainir une administration qui n'a pas bonne presse, souligne Le Pays. Ce code d'éthique et de déontologie indique à l'agent public les bonnes attitudes à adopter envers les usagers et définit les mécanismes pour accélérer le traitement des dossiers et éviter les lourdeurs administratives. C'est donc pour ce journal un moyen efficace de lutte contre la corruption.
Mais insiste-t-il, le tout n'est pas de disposer d'un document bien élaboré, mais surtout de travailler à l'application sur le terrain. Mondial 2022, les pays africains ont plus ou moins redonné espoir au continent, en particulier le Cameroun et le Ghana après leur défaite initiale respectivement contre la Suisse et le Portugal. Hier lundi, les Lions indomptables ont arraché un nul devant la Serbie et le Ghana s'est imposé face à la Corée du Sud. En engrangeant ses victoires et en se replaçant dans la compétition avec une efficacité offensive retrouvée, l'Afrique se donne des chances de placer des représentants au second tour, relève le journal Le Pays. Mais les derniers matchs de poule s'annoncent presque comme des finales pour les pays africains. Si pour ce journal l'espoir est permis, il s'inquiète tout de même pour les lacunes défensives qui font encaisser beaucoup de buts aux sélections africaines. On s'arrête là pour les informations de la mi-journée. Merci à tous de l'attention. La version en langue nationale, c'est à suivre sous le coup de 14 h. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.